Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission. Nous sommes lundi 11 mars, le Bitcoin s'installe au-dessus des 70 000, donc là on est sur les 71 500. L'Ether dépasse les 4 000 $, donc là c'est assez extrême ce qui est en train de se produire. Du coup on va aujourd'hui aller voir des indicateurs long terme. Donc on a beaucoup d'indicateurs à regarder qui vont nous donner finalement l'état du marché actuel, c'est-à-dire dans quelle phase de marché long terme nous nous trouvons. Jusqu'où est-ce que le Bitcoin peut monter et quels sont les risques bien sûr associés au prix actuel, en tout cas pour le court moyen terme évidemment, il faut en parler. Et ce qu'on va comparer aussi, c'est effectivement l'espace de prix actuel du Bitcoin, c'est-à-dire sur un nouveau sommet, on casse les sommets de 2021, avec le marché précédent aussi, et pareil, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a effectué un nouveau sommet? Je dis pas qu'on va faire la même chose, parce qu'on n'est pas dans le même contexte temporel. Regardez le halving ici, il était 6 mois au préalable, alors que là nous sommes pile poil sur la barre du halving, donc pas tout à fait la même phase temporelle, mais toujours très intéressant d'analyser ce genre de choses. Je vais vous passer la très courte introduction, pensez à vous abonner, à liker le contenu si ça vous plaît, je vous dis à tout de suite. Alors si tu as de l'argent sur plusieurs plateformes, que tu as beaucoup de cryptos différentes et que tu sais pas combien d'argent tu as et que tu sais même pas combien tu es en train de gagner précisément, parce que normalement tu es censé savoir à 100 $ près combien tu es en train de gagner, si c'est pas le cas, j'ai créé un outil qui peut vraiment t'aider dans tes investissements, parce que cet outil va récupérer automatiquement le prix des crypto-monnaies, va l'actualiser chaque heure, et donc toi tu as juste à entrer toutes les cryptos que tu possèdes sur les plateformes, et vu que les prix sont récupérés automatiquement, tu rentres simplement les quantités de chacune des cryptos par plateforme que tu possèdes et ça te dit exactement où tu en es. Je te montre ici comment ça marche. Si par exemple je marque le Dodge, voilà, c'est un peu la folie des meme coins en ce moment, donc j'ai cette idée là, même si c'est pas une crypto forcément que j'ai en grosse quantité dans le portefeuille. Vous voyez, son prix s'affiche en dollars, en euros directement. Tu vas dire voilà, sur Binance par exemple j'ai 5 Dodge, hop, donc là ici tu peux rentrer 5, ensuite tu vas dire sur BitGet ou sur une autre plateforme, n'importe quoi, t'en as 15, etc. Tu vas rentrer tout ce que tu possèdes en fait, tu vas te connecter plateforme par plateforme et rentrer les quantités de tes cryptos. Et ensuite tu as tout le résumé sur le tableau de bord, combien tu as d'argent par rapport à ce que tu as investi, combien tu es en train de gagner, de perdre, le pourcentage de répartition stablecoin crypto, bitcoin, altcoin, voilà, c'est vraiment une aide au quotidien pour savoir un peu comment gérer son portefeuille, à quel moment il vaut mieux aller dans les altcoins, dans les bitcoins, etc. en fonction des hausses, des baisses. Le fait de voir les pourcentages que l'on possède de chacune des cryptos permet justement de jongler entre elles et de rééquilibrer, enfin en tout cas d'optimiser son portefeuille tout simplement. Donc si tu veux en savoir plus, je te mets une petite vidéo en haut à droite, j'explique beaucoup mieux comment cet outil fonctionne dans cette vidéo. Sinon tu vas dans la description, simplement sous cette vidéo, tu as une description et là tu as le lien qui t'amène sur le site de CryptoOrganize, c'est là-bas que tu peux obtenir l'outil. Alors le Bitcoin, déjà première chose, c'est que on débute la semaine en hausse, c'est-à-dire qu'on est lundi et ce matin le Bitcoin a effectué une hausse qui nous amène à 71 600 actuellement. On est vraiment sur un ATH sur le Bitcoin, on casse le sommet de 2021. Et ce qu'on observe, c'est que sur la clôture du coup d'hier soir, on était sur les 68 700. Donc vous voyez qu'on avait fait un nouveau sommet sur la mèche, mais qu'on avait clôturé au-dessus de l'ATH. Sauf que maintenant, finalement, on engendre une hausse qui nous amène bien au-dessus. Et si on arrive à s'installer dans cette zone, peut-être qu'à la fin de la semaine, on va clôturer au-dessus. À ce moment-là, ça sera réellement le signal de quelque chose de très haussier pour la suite. Pas forcément tout dans un seul sens, même si c'est très haussier, on va à un moment donné avoir un petit retracement qui peut, enfin en tout cas c'est très probable, c'est ce qu'on observe, regardez ici pendant une réelle phase de hausse, il y a un moment quand même où hop, on a une baisse qui s'opère, et si je matérialise cette baisse, on voit qu'elle représente quand même 30%, on était passé je vous le dis ici, des 42 à peu près aux 28 000 pour le Bitcoin, vous voyez, très rapidement, en 3 semaines, avant de monter de nouveau. Donc voilà, le marché va jamais dans le même sens. On a l'impression qu'il va toujours dans le même sens dans certaines phases de marché, comme actuellement par exemple, mais méfiance. Voilà. Donc si je reprends ce que je viens de dire sur le marché de 2018, on a cassé. Regardez, c'était intéressant de voir ça. Moi, je trouve ça très pertinent. C'est que là, sur la mèche, on avait cassé le sommet, exactement comme ce qu'on est en train de faire actuellement. On a clôturé ensuite en dessous. Ici, à cet endroit-là, on a fait une petite mèche baissière aux 17 000, donc là quand même on a fait peur un peu à tout le monde, avant ensuite, la semaine d'après encore, venir clôturer au-dessus. Mais là c'est pas un petit peu au-dessus qu'on est venu, c'est qu'on est venu casser l'ATH, s'installer au-dessus, mais de façon très puissante. C'est-à-dire qu'on est allé chercher, c'est le pourcentage qui va nous intéresser, parce qu'évidemment, là, si on prend la somme en dollars, ça n'aura aucune valeur. C'est-à-dire que là, par exemple, on passe de 19 à 23, ce qui fait 4 000 $ de delta. Sur le prix du Bitcoin actuel, 4 000 $ de delta, c'est pas du tout la même chose qu'à l'époque. Voilà, allez, maintenant, ça représente quasiment plus rien en termes de pourcentage. Donc, on va regarder le pourcentage. Ici, cette bougie de cassure
de clôture à clôture effectue 22% de hausse. Donc c'est comme si le Bitcoin, voilà, lors de cette semaine qui montre clairement une cassure, nous, ce qui est quand même un petit peu embêtant avec ça, c'est qu'on n'a pas de bougie rouge de dessinée. Hein. On est vraiment que dans un seul sens. C'est assez inquiétant, en tout cas inquiétant dans le sens où peut-être que quand ça va chuter, ça va être vraiment très puissant. Parce que la vie, c'est toujours le yin et le yang. Hein. Si vous êtes dans un espace d'euphorie extrême, derrière, l'espace de panique sera aussi extrême. C'est comme ça que ça se passe. Et en tout cas, c'est ce que j'observe, moi, depuis que j'investis dans le Bitcoin. Voilà, ça fait que 4 ans, je ne suis pas un investisseur, on va dire, confirmé, qui possède 20 années d'expérience, etc. Mais rien que sur ces 4 ans, j'en ai quand même pas mal vécu des choses sur le Bitcoin, parce qu'on a eu un Bitcoin quand même qui est passé de 3800 à 69 000, de 69 000 à 15 000, et actuellement de 15 à 71 000, et c'est pas fini. Donc pour en revenir à ma bougie actuelle, la clôture elle est ici, 68 900. Je prends 22%. Alors évidemment, hein, on ne va pas forcément faire exactement la même chose, c'est même quasiment sûr qu'on ne le fera pas de façon très similaire. Mais regardez, 22%, ça m'amène un peu plus haut que ma zone verte. Qu'est-ce que c'est cette zone verte d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il y a une zone verte ici? Bon, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais il y en a plusieurs. Il y en a 4 même, pardon, il y en a une beaucoup plus haut. C'est mes objectifs pour le Bitcoin. On va voir dans les indicateurs long terme, notamment le stock to flow, qu'on peut avoir aussi des objectifs beaucoup plus importants. Même si moi, personnellement, je ne fais pas forcément confiance à ce stock to flow qui nous indique 446 000 $ pour le palier de la hausse du Bitcoin. Voilà, là c'est un graphique très long terme, on y revient tout à l'heure. Donc 22%, ça nous amène dans cet espace de 81 000. Comment j'ai trouvé ces objectifs? Bon, j'avais fait la même chose lors du marché précédent, hein, sauf qu'on avait atteint 1, 2 et pas le troisième. Vous voyez, j'avais même pas mis plus que 3 objectifs d'ailleurs à l'époque, mais on en avait atteint que 2. Et bien là, j'ai fait le même travail, c'est-à-dire que j'ai pris un Fibo, je prends un Fibo de prolongation comme ça, je prends le bottom, le sommet, hop, alors là je suis pas précis, hop, voilà. Et voilà ce que c'est en fait ces niveaux. Hein. 81 000, 123, pardon, 100% de Fibo, 123,6, 161,8, avec mes traits pas du tout droits, 188 000, voilà. C'est mes objectifs pour le Bitcoin. Le marché précédent, en fait, on a atteint un objectif, 2 objectifs, mais pas le troisième. C'est comme si là on venait faire celui-ci, celui-là, mais qu'on n'atteignait pas celui-là. Voilà. Donc ça veut dire le Bitcoin vers les 100 000 $ pour ce marché haussier. Effectivement, en fait, hein, ceux qui ne le savent pas, la hausse précédente était quand même assez faible pour le Bitcoin. Et je dis ça parce que ce travail de carré vert, là, si on devait le refaire encore sur les marchés précédents, je ne vais pas le faire parce que voilà, ça prendrait trop de temps, mais effectivement, on avait cassé encore sur les marchés haussiers précédents le premier objectif, le deuxième, le troisième, même le quatrième, et même après le quatrième, on avait même encore fait x5, vous voyez. Donc c'était un truc de malade. Donc là, vraiment, la hausse du Bitcoin n'est pas incroyable. La hausse de 2021 n'était pas incroyable. Ce qui m'a d'ailleurs un peu induit en erreur, en tout cas, ce qui m'a laissé penser que celle-ci ne le serait pas non plus. Mais finalement, on le voit, chaque bull run a ses caractéristiques. Là, la caractéristique principale, c'est ETF, tout simplement. ETF, c'est-à-dire qu'on peut trader le Bitcoin maintenant à Wall Street. Et j'ai peut-être un peu sous-estimé l'ETF, en tout cas j'avais pas imaginé qu'on vienne chercher directement un ATH, chose qui ne me dérange absolument pas. Hein. Moi de toute façon je suis quasiment all-in crypto depuis bien longtemps en fait, hein, depuis le marché baissier là, je suis retourné all-in dans cet espace de prix. Là j'ai pas réussi à vendre les tops, en fait comme je vous le dis, je m'attendais à l'époque à un Bitcoin beaucoup plus bullish, ce qui m'a aussi finalement induit en erreur et j'ai pas pu vendre comme je voulais, comme j'ai voulu, et du coup par conséquent ce qui s'est passé ensuite c'est que ça a chuté assez fort et j'ai dû revendre plutôt dans ces zones là, voire même ces zones là de prix pour ensuite racheter plutôt vers ces zones là. Donc j'ai quand même été gagnant sur mon trade entre guillemets, si on peut appeler ça un trade, mais malgré tout c'était pas optimal. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. Et comme le dicton le dit, hein, il vaut mieux vendre trop tôt que trop tard. Ça, c'est vraiment la règle ultime que j'arrive maintenant à cerner, enfin, en tout cas que j'ai retenu de mes précédentes erreurs. C'est-à-dire qu'il vaut mieux vendre trop tôt, c'est-à-dire par exemple ici, que trop tard, c'est-à-dire par exemple ici, même si c'est le même niveau de prix. Parce que il y a une raison à ça, c'est que ici c'est beaucoup plus difficile de vendre. Vous n'allez pas réussir à vendre. Alors que là, ça va être simple. Vous venez de vous prendre un x5, x10 sur le portefeuille. C'est beaucoup plus facile de vendre quand vous venez de perdre, divisé par 2 ou par 3 la valeur de votre portefeuille. Voilà. Ça, c'est l'aspect psychologique finalement. Voilà. Du coup, par rapport à ce que je viens de dire, mieux vaut vendre trop tôt que trop tard. J'ai envie de dire, pour ceux qui ont investi par ici, qui ont déjà fait un x3, x4, x5, je pense pas qu'il y ait des x10 encore sur les portefeuilles, mais x3, x4, x5, c'est possible. Eh ben, peut-être que ça peut être intéressant ici, à minima, de récupérer sa mise de départ. Ça, c'est pour sortir le risque de votre investissement. Voilà, tout simplement.
Après, il y en a plein aussi, hein, probablement qui regardent les émissions, qui n'ont pas encore investi ou qui souhaitent investir, qui s'intéressent aux cryptos, etc. Et pour vous, bah, effectivement, il va falloir essayer de choper des retracements ou alors essayer d'investir même sur les niveaux actuels. Mais si vous le faites pas avec plus, j'allais dire, honnêtement, je vais dire un chiffre qui va vous choquer, mais n'allez pas investir plus de 5% de ce que vous voulez investir dans les cryptos maintenant. Voilà, vous pouvez monter à 10 si vous êtes un peu fou, si vous avez envie de prendre des risques, mais peut-être pas plus parce que c'est très risqué d'investir maintenant. Très risqué. Alors oui, sur une semaine, 2 semaines, vous pouvez peut-être faire un fois 1,5 avec votre investissement, etc. Mais en fait, sur un mois, peut-être que derrière, bim, ça peut chuter très fort et d'un coup, en fait, vous vous retrouvez avec un 50% de moins que ce que vous avez mis à la base au départ. Vous voyez, ça peut aller très très vite. C'est très volatile en ce moment. Voilà, il y a une chose très intéressante que je voulais vous montrer, c'est le Fear and Greed. Parce que là, on est dans un marché voilà, où on casse un ATH. Qu'est-ce qui s'était passé la fois précédente, lorsqu'on a cassé l'ATH, ici, au niveau du Fear and Greed, c'est-à-dire le sentiment du marché. Aujourd'hui, on est sur les 82. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on est venu chercher les 70 000 pour la première fois, enfin les 69 000, 68 000, on était sur les 90 au niveau du Crypto Fear and Greed. On va regarder un peu alors non, ça va pas être ça qui va m'intéresser. On va aller sur directement Look into Bitcoin. C'est la même chose, hein. C'est le Fear and Greed, sauf qu'il est représenté par des petits points sur le graphique. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'était en 2018 quand on a cassé l'ATH. On voit que l'ATH, donc je le sais, hein, je le connais par cœur, l'ATH de 2017, pardon, c'était 19 600 $, quelque chose comme ça. Donc là, on voit qu'on était à 19 600. Donc vous voyez, on venait de toucher l'ATH, c'était le 30 novembre 2020. Et là, à ce moment-là, eh bien, le Fear and Greed était sur les 88. Derrière, le Fear and Greed, enfin le Bitcoin retrace un peu, on était toujours dans l'espace de 90, etc. Et quand on casse cet espace, on monte à 92, 93, etc. On voit même qu'en fait, le Bitcoin continue de monter, que le Fear and Greed redescend à 86 ensuite, donc le sentiment de marché, pour ensuite, regardez, descendre de nouveau, enfin pardon, monter de nouveau pour aller à 95, 94, etc. Et ce qui est incroyable sur ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que le Fear and Greed aujourd'hui n'a pas dépassé les 90. On a eu 90 sur le Fear and Greed quand le Bitcoin a touché les 69 000 $ il y a une semaine, mais depuis on redescend en fait, on passe sur les 75, sur les 82, etc. Et ça, ben, c'est pas forcément un signal finalement de top, voilà, tout simplement. Je me dis qu'en fait là c'est pas le top. On effectue un nouveau sommet sur le Bitcoin et peut-être que les 22% on va les faire, hein, chercher les 80 000 $. Voilà, on n'est plus très loin finalement en fait, hein. Premier objectif peut-être qu'il sera atteint. Est-ce que ça sera le gros point de résistance finalement? Moi qui croyais que le gros point de résistance ça pouvait être les 48 000, bon pour ceux qui m'ont suivi avant vous savez pourquoi. Ensuite je pensais que ça pouvait être pourquoi pas le double top, les 69 000, bon bah là non plus, hein, le Fear and Greed il est pas si élevé, ça pousse quand même fort vers le haut, là on est en train de casser le sommet, donc peut-être que la résistance en fait ça sera ce point là, les 81 000. Maintenant, ce qui est un peu inquiétant, je dis inquiétant, mais en fait pas du tout, hein, si vous êtes all-in dans les cryptos, mais ce qui est un petit peu étonnant, en tout cas, c'est qu'à l'époque, eh ben, effectivement, quand on a fait un nouveau sommet, on va chercher un niveau beaucoup plus important juste après, c'est-à-dire qu'on a fait un x2 sur le Bitcoin directement, hein, lors du marché précédent, comme je le dis, qui n'était pas si bullish en soi. En 2013, pareil, je vous montre, on casse le précédent sommet ici, quoique... Ah non, ça c'est intéressant, ça c'est très intéressant, ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais effectivement vous voyez qu'on casse le précédent sommet, pas de temps que ça, hein. Et ça c'est intéressant de le voir, on a fait un 19-20%, à peu près les 20% dont je vous parle, ça nous amènerait sur les 80 000 en fait, et derrière ça retrace, et enfin on a quelques bougies rouges avant la suite, et les bougies rouges nous dessinent un moins 30%, donc grosso modo, le marché actuel qui ressemble beaucoup d'ailleurs à celui de 2013, pourrait faire quelque chose d'à peu près similaire, c'est-à-dire on monte aux 81 000, ensuite on a le retracement du coup des 30%, ça nous ramènerait, bon je sais ça peut paraître fou, mais aux 55 000, et ensuite derrière voilà, après 2, 3, 1 mois de marché un peu chiant, bim, on peut avoir la hausse, peut-être qui nous amène plus haut. Ça c'est si on fait quelque chose de similaire à 2015. Maintenant, il y a quelque chose de très différent quand même, c'est que là pareil on était à 6 mois, on était 6 mois après le halving, c'est pas du tout le même contexte temporel qu'actuellement. Maintenant, est-ce que le contexte temporel a une importance? Jusqu'à maintenant, il en avait une, mais peut-être que le prix du Bitcoin va sortir de cette importance. Peut-être que le Bitcoin ne va plus suivre ce contexte temporel pour toujours, en fait. On va pas forcément à chaque fois faire des bull runs 6 mois après le halving, etc. Peut-être que ça va changer. Voilà. Ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est pas parce qu'on voit quelque chose qui s'opère depuis des années que ça ne peut pas changer. On constate les changements. Moi, j'adore regarder le graphique et me dire, oui, on fait exactement comme la fois d'avant, donc c'est parfait. Maintenant, si c'est pas parfait, je l'assume, je le constate, je l'admets et j'essaye de réfléchir autrement. Et là, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Voilà.
On va maintenant commencer, alors avec les indicateurs long terme, j'ai beaucoup dégrossi un peu ce qui se passe actuellement, je trouve, sur le Bitcoin, en tout cas sur le long terme. Ça mériterait qu'on aille voir l'altcoin dominance, ça sera l'occasion de le faire sur une autre vidéo, je le vois, on est sur un point de support vraiment hyper intéressant aujourd'hui sur l'altcoin dominance. On a vu en parallèle un Binance Coin qui a bien performé ces derniers temps, puisque hier on est venu chercher les 550 $, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, désolé si je me trompe, mais on a retracé légèrement, on est sur les 530, alors qu'il y a encore quelques semaines on était sur les 300, et que je faisais que de dire qu'il s'était... Bon après c'est pas pour me jeter des fleurs, mais effectivement le graphique du Binance Coin, il était fabuleux par rapport au Bitcoin. Il est toujours hein, d'ailleurs, on le voit, on est simplement en train de dessiner ce W, qui est même pas réellement confirmé en fait. Là s'il y a la cassure, peut-être que les 600-700 $, on va les casser très facilement. Là en retour du Binance Coin, regardez je vous montre simplement, alors on va se prendre un petit Fibo de retracement. Voilà, je vais vous faire le calcul, vous savez quoi, c'est marrant. Le Binance Coin, voilà, il prend 100% de valeur, c'est-à-dire qu'il revient dans la ZR ici. Simplement, voilà, un niveau tout à fait acceptable. On fait même pas d'ATH par rapport au Bitcoin. Le Binance Coin prend 100%. C'est-à-dire qu'avec un Bitcoin sur le même prix qu'actuellement, on a un Binance Coin qui vaut 1060 $. C'est-à-dire qu'il fait un ATH bien, quoi, hein, parce que son sommet, je crois que c'est les 700 pour le Binance Coin. Il y a des cryptos comme ça qui ont du retard, il faut le voir, il faut l'admettre. On a le Matic qui a beaucoup de retard aussi, qui a performé, mais qui est toujours en retard en fait en réalité aussi. C'est-à-dire que si je fais Matic BTC, je vous montre. Je sais, je vous saoule avec Matic et le Binance Coin, hein, j'en parle quasiment à chaque fois, mais en même temps, c'est des beaux graphiques. Bon, le Matic, oui, il nous dessine quasiment un plus bas maintenant. Mais ça, c'est joli en fait, cette latéralisation. Vous voyez ? Elle est en plus très très long terme, c'est un range avec un espace de volatilité énorme entre les deux. Mais voilà, on navigue en bas, en haut, en bas, en haut. Ça, c'est joli, c'est une latéralisation, hein, concrètement, qu'on observe sur Matic. Voilà. Enfin, le graphique de Matic devient de plus en plus inquiétant, finalement. Hein, parce que j'ai beau vous dire que c'est intéressant, je voyais que là, si je prends la clôture, même la mèche, hein, si je descends un peu, on a fait des mèches plus basses, on est dessus. Mais voilà, ça sent la cassure. Ça sent la cassure quand même sur cette crypto. Bref, c'est pas le sujet du jour, hein, les altcoins on les fera effectivement les autres jours de la semaine, hein, on se concentre le lundi sur le contexte de marché, le Bitcoin, etc. Je vais vous montrer quelques indicateurs long terme. Alors on a le MVRV ratio, ça c'est très intéressant, ça compare un peu le prix du Bitcoin, on va dire réel, c'est-à-dire 71 500 $. Même si moi j'ai envie de dire que c'est plutôt le prix fictif en fait en réalité, et on le compare avec un autre prix qu'on calcule par rapport à la valeur du Bitcoin au moment de chaque transaction, les transactions qui ont lieu on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain du Bitcoin. C'est un peu complexe, j'ai pas envie de le réexpliquer, c'est pas forcément compliqué, mais je vous invite à aller sur le site Look into Bitcoin que vous avez d'ailleurs à l'écran et aller lire en fait ce qui est écrit, même si c'est en anglais, ou probablement vous pourriez trouver ça en français sur d'autres sites. Mais grosso modo, vous avez la ligne bleue qui représente grosso modo la valeur juste d'un Bitcoin. Bon, là, ils l'écrivent pas en dollars, hein, je sais pas pourquoi, mais ils marquent simplement la capitalisation. Bref, en gros, le ratio 2,07 là actuellement, ça veut dire qu'effectivement, on est 2,07 fois plus élevé en termes de market cap que le market cap finalement juste entre guillemets qui est calculé par rapport aux transactions réalisées on-chain au moment de la transaction. On regarde le prix du Bitcoin et on attribue cette valeur là à ce Bitcoin. Donc on peut dire que par rapport à cet indicateur, le Bitcoin aujourd'hui est surévalué par rapport à sa valeur juste. Et on voit que dans l'histoire du Bitcoin, effectivement, qui a été très très haussier ces 12 dernières années, on a été beaucoup plus surévalué que sous-évalué en fait en réalité. On a été sous-évalué par exemple l'année dernière quand on était sur les 15 000, également ici sur les 3 000, etc. en 2000 lors du précédent marché. Mais effectivement aujourd'hui on est surévalué certes à hauteur d'un facteur 2, mais on a déjà été surévalué à hauteur d'un facteur 6, d'un facteur 7 dans l'histoire du Bitcoin. Et on voit qu'à chaque fois, en tout cas le marché précédent comme je vous dis qui n'a pas été très haussier, le facteur n'a pas dépassé les 7, ce qui était déjà énorme en soi, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le MVRV que je voulais vous montrer. Maintenant on a le Bitcoin ici qui est capé, en gros je veux dire qui rentre entre deux courbes qui sont des moyennes mobiles. Voilà, une moyenne mobile basse, une moyenne mobile haute, que quelqu'un a essayé de scaler pour que ça corresponde au sommet, au bottom, etc. On voit que c'est pas parfait du tout et qu'aujourd'hui on est entre les deux lignes concrètement. On va dire aux 70 000 et que la ligne rouge, on la voit, elle est à 146 actuellement et la ligne basse à 29 000. Voilà. Donc le Bitcoin est entre ces deux lignes. Vous voyez que des fois on est en dessous, des fois on est en dessus. Comme je le dis encore, le marché précédent n'a pas été très haussier. D'ailleurs ça se voit puisqu'on n'avait pas cassé la ligne rouge, alors que vous voyez que les fois précédentes on était bien au-dessus. Alors là vous avez la moyenne mobile 200 semaines et vous avez du coup des couleurs qui sont inscrites qui correspondent au pourcentage de hausse par mois par rapport à la moyenne mobile en fait de 100 périodes.
Bon, c'est pas forcément très clair dans mon esprit, mais grosso modo, vous voyez qu'on a cette ligne qui est clairement la moyenne mobile de 100 périodes, la ligne violette qu'on vient chercher, et c'est une ligne qui est très connue dans l'analyse technique crypto, en tout cas Bitcoin, parce qu'on vient à chaque fois la chercher précisément avant de rebondir vers le haut. Vous voyez ici en 2015, ici je vous montre ça en 2019, etc., 2020, et vous voyez que là on est allé plus bas lors de ce marché baissier. Effectivement, on a été moins haut, on a été plus bas aussi, le Bitcoin est moins volatile. Alors, ça c'est important de le noter, c'est que la baisse entre le sommet du Bitcoin de 2021 et le bottom en 2022, en termes de pourcentage, est moins importante que les baisses précédentes, hein. Malgré tout, effectivement, vu que c'est moins volatile, on constate qu'on passe en dessous de cette moyenne mobile. Donc vous voyez que cet indicateur est de moins en moins fiable avec le temps. Plus le Bitcoin finalement est capitalisé, moins il est volatile, et moins il aura d'importance à l'avenir. Ensuite, on regarde le stock to flow. C'est la même chose, exactement pareil. Plus le temps passe et moins ça aura d'importance. Parce que les paliers sont à chaque fois similaires en termes de hausse. On a regardé ici, on passe de 49 à 452 000, etc. Vous voyez qu'ici, le palier, par exemple, je vous montre en 2018, c'était les 3 900. Et on a touché les 20 000 $. Vous voyez qu'en 2021, le palier, c'était 52 000. On a touché les 69 000. C'était plus proche déjà, hein. On était plus collé à cette ligne. Maintenant, voilà, on est en train de déjà casser le sommet, mais la ligne suivante, elle est sur les 445. Vous voyez que j'ai du mal quand même à imaginer qu'on puisse aller aussi haut. Mais ce qui est intéressant, c'est que regardez, là on était en zone bleue, on rentre dans la zone violette. Et si vous regardez les zones violettes de tous les marchés précédents, c'était les zones qui précédaient les ATH, les marchés haussiers, etc. À chaque fois, hein. Sauf que là, on est déjà sur un ATH alors qu'on n'est que en zone violette. Ça, je vous le dis, c'est jamais arrivé, hein. Un ATH dans l'espace temporel actuel, c'est jamais arrivé. Les couleurs représentent les semaines par rapport au halving suivant, etc. Vous voyez que quand on n'est plus qu'à quelques semaines du halving, justement, regardez en bas à droite, là, sur le petit arc-en-ciel, en bas vers le 0, on est sur du violet, proche du halving, en fait. On n'est plus qu'à 4 semaines du halving, hein. Donc là, en termes de jours, ça fait pas beaucoup par rapport ça doit faire 100 et quelques. Je continue l'indicateur suivant, Cycle Master. Ouais, ça c'était intéressant, je le regardais tout à l'heure un petit peu. Effectivement, ça borne très très bien le point haut et le point bas du Bitcoin, depuis toujours. Je ne sais pas exactement comment il est construit, cet indicateur, mais en tout cas, il capte vraiment super bien, il est vraiment bien fait. Et on observe que, effectivement, alors déjà, la ligne rouge, elle monte avec le prix du Bitcoin. Vous voyez qu'ici, plus ça montait, plus la ligne rouge montait avec. Donc, c'est pas forcément facile de voir quand on la touche. Ici, on voit qu'on la dépasse un peu. Voilà, actuellement, la ligne rouge, on le voit, donc, je sais pas si je peux être dessus, est sur les 126 000 $, et la ligne verte est sur les 19 000. Voilà. Donc à voir un peu ce qui se passera, mais c'est toujours cool de regarder ça parce qu'on se dit voilà, tiens, on a dépassé la ligne rouge, c'est peut-être le moment. Regardez ici, par exemple, c'était le cas sur le Bitcoin 61-64. C'est vraiment des indicateurs qui peuvent nous donner en tout cas vraiment le moment précis sur lequel on peut vendre. Voilà, on peut se baser là-dessus pour se dire c'est le moment de revendre du Bitcoin, tout simplement. Je regarde le dernier indicateur, Price Forecast Tools. Alors là, c'est cool parce que c'est des choses qui sont vraiment mélangées avec de l'on-chain, avec de l'analyse graphique, etc. J'avais regardé en détail et expliqué sur une vidéo exactement chaque ligne de cet indicateur, je m'en rappelle. Et vous voyez que c'est intéressant, les croisements entre les jaunes et les vertes représentent souvent les bottoms. Vous voyez ici les bottoms, c'est vraiment... Enfin, ça croise pas forcément d'ailleurs, je dis probablement des bêtises, mais vous voyez que les deux lignes en tout cas se rapprochent et se touchent au niveau des bottoms. Et pareil, au niveau des tops, on a la ligne violette et la ligne rouge qui se croisent, qui se touchent, etc. Donc vous voyez qu'ici, le croisement entre la violette et la rouge était bien avant le top, mais on arrive bien à caper, hein. Je trouve que ça capte bien également les tops et les bottoms. On voit ici que la ligne bleue là-haut, elle est sur les actuellement 335 000, et vous voyez qu'elle est beaucoup plus stable, elle bouge moins que les autres lignes, et on voit qu'elle a capé le Bitcoin à chaque fois, la ligne bleue. Donc peut-être que oui, c'est un prix qui peut être atteint, j'en sais rien, hein. 300 000 $ pour le Bitcoin, à voir. Ça me paraît vraiment toujours assez extrême, mais il faut se préparer à ça, et je pense qu'il faudra, quoi qu'il arrive, hein, lorsque vous allez décider de faire des reventes, il faudra toujours garder une portion de votre portefeuille en crypto, au cas où si ça continue de monter. Mais c'est intéressant de toujours garder une portion, puis derrière quand ça chute, tant pis, vous serez soumis à une portion de votre portefeuille qui perdra de la valeur, mais au moins vous aurez joué toute la hausse, et vous n'allez pas avoir tout vendu à un moment précis et unique qui vous empêchera d'obtenir tous les gains qui sont au-dessus, en fait, hein, tous les gains supplémentaires qui sont par-dessus. J'arrive sur la fin de l'émission, merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain, voilà, ciao tout le monde.